Bienvenue à tous les internautes qui nous suivent sur Corrèze Télévision, sur ce forum des lecteurs France Bleu La Montagne, Corrèze Télévision. Le président de la Foire du Livre nous présente sa rentrée littéraire. Alain Bambankou est là pour animer cette émission et ce forum. Il a autour de lui Thomas Reverdy pour Les Évaporés aux éditions Flammarion, Isabelle Stib pour Bérénice 3344 aux éditions Serge Safran et enfin Jean-Daniel Balthassa pour Le Divan de Staline aux éditions du Seuil. Donc comme je vous le disais, et vous pouvez l'applaudir, le président de la Foire du Livre est avec nous pour présenter cette émission. Merci. Merci beaucoup d'être venus très nombreux. La fête était tellement belle que j'ai une petite extinction de voix, mais apparemment on m'a dit que ça fait bien d'avoir une extinction de voix. Et j'ai le plaisir de vous présenter 3 écrivains que j'apprécie, que je vous recommande de lire de toute urgence parce que leur univers respectif est très troublant, intéressant et presque extraordinaire. J'ai tenu à inviter pour la bonne cause, je vais commencer à ma droite pour aller vers la gauche, Jean-Daniel Balthassa, qui est un écrivain que j'aime, que je lis de temps en temps, sinon souvent, notamment avec le dernier livre qu'il a publié aux éditions du Seuil, on vient de vous le dire, Le Divan de Staline, et Isabelle Stib, qui est au milieu évidemment, pour son premier roman, 34-44, Bérénice 34-44, et Thomas Reverdy, pour Les Évaporés, paru aux éditions Flammarion. 3 romans qui ont en commun peut-être ce que je rappelle toujours, l'extension de la géographie de la littérature française. Ce ne sont pas des écrivains qui se regardent écrire, ce ne sont pas des écrivains qui adorent leur nombril, c'est des écrivains qui vont chercher des aventures qui nous amènent très loin. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, si on peut commencer par Jean-Daniel Balthassa, puisqu'il est juste à côté, il a fait des études de l'art, il a fait des études de cinéma et de photographie, il a travaillé dans la publicité, et dans la mode, où il était directeur artistique. Il a créé dans les années 70 une galerie qui s'appelait La Manivelle. Donc, si vous avez quelques spécialistes de l'art ici, il est ici pour nous. Alors, il se consacre donc depuis les années 80 à l'écriture, nous écrit des beaux livres, parmi lesquels, en 1987, il avait publié La Falaise, qu'il ne faut pas confondre avec Falaise d'Olivier Adam, mais ça c'est La Falaise, publié en 87 chez Bernard Barrault. Il avait publié également Des Beaux Jours pour aimer chez Flammarion en 1994, puis il avait publié L'Almanach des Vertiges chez Robert Laffont en 2009, mais le roman qui nous amène ici, le roman qui m'a enflammé, le roman que je voudrais que vous puissiez lire aujourd'hui, c'est Le Divan de Staline, paru aux éditions du Seuil cette année, cette rentrée littéraire. Donc c'est un roman dans lequel vous allez découvrir un autre Staline, un autre homme de fer, un Staline qu'on a dit parfois fragile, souvent nostalgique, mais qui peut aussi vous toucher par sa tendresse parce qu'on n'était pas habitué de voir un Staline sous cet angle-là. Ce n'était pas évident de rechercher l'intimité de celui qui fut un des grands dirigeants de ce monde et qui voulait en quelque sorte presque jalouser cette postérité de Lénine. Il y a quelque chose dans cela. Et dans ce roman, vous verrez ce personnage de Danilov qui est un artiste peintre puisqu'il a été lui-même dans l'art et sculpteur également. Il est en pleine ascension et dans les années 50, on le désigne finalement pour rejoindre Staline dans sa dacha du côté de la Géorgie là-bas et pour lui proposer de réaliser une sorte d'œuvre qui rivaliserait celle qu'on avait faite de Lénine et qui se trouve sur la place Rouge. C'est un grand challenge, mais on se rend compte finalement que cette sorte d'invitation n'est pas anodine et que ce personnage de Danilov va réaliser que finalement c'était comme un piège et il va découvrir sa propre existence, il va comprendre ce qu'étaient devenus ses parents et beaucoup d'autres choses dans ce sens. La question que je voudrais poser directement à Jean-Daniel Balthassa,
comment se fait-il que tout d'un coup, vous nous révéliez cette sorte d'intimité de Staline? Quand on dit le nom Staline, on a même l'impression d'une certaine rigidité, d'un certain détachement. Mais là, vous présentez un Staline sous un autre jour dans son intimité. Bonjour à tous. Merci Monsieur le Président. Juste avant de répondre à la question, merci Monsieur le Président, parce que je me rends compte, en plus, il sait des choses sur nous qu'on ne sait même plus. On se renseigne un peu, on est quand même à Corrèze Télévision. Hein. Voilà. Pour répondre à la question, effectivement, et l'histoire du Staline intime, Staline tendre, etc., c'est qu'effectivement, pour moi, ça m'a toujours surpris. Il y a toujours eu quelque chose, c'est-à-dire qu'on mettait... Staline est un monstre. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit d'autre. C'est un monstre, mais on a beaucoup tendance à faire Staline-Hitler dans le même sac, la même chose, une espèce de même folie dévastatrice. Oui. Et c'est pas la même chose. Les historiens, et en particulier depuis la Glasnost, depuis les années 90, on a pu sortir énormément de documents et on sait dans les faits historiques et dans les témoignages, etc., puisqu'il y a beaucoup de documentation, on sait beaucoup mieux comment était ce personnage. Or, ce personnage est beaucoup plus, je dirais, dérangeant, beaucoup plus troublant, parce que c'est un immense prédateur. C'est quand même, on ne sait plus, on compte par dizaines de milliers de vies, dizaines de millions de vies détruites, que ce soit par le goulag, que ce soit par les meurtres directs, etc., etc. Et en fait, on a quelqu'un à l'origine qui est extrêmement cultivé, qui est presque un intellectuel. Il a fait le petit séminaire, etc., qui s'est construit, qui n'est pas du tout une brute épaisse sortie des bois. C'est pas un monstre fou avec la bave aux dents, au contraire, c'est quelqu'un de très subtil et en plus, qui était un grand consommateur de relations amoureuses, consommateur de femmes. Évidemment, il aime les films américains. Voilà, c'est-à-dire complètement, exactement. C'est complètement à l'envers, en fait, ce que nous révèlent les historiens aujourd'hui, c'est qu'on a un personnage qui est à l'envers de la caricature qu'on a dans la tête. Et moi, ce que je voulais faire avec ce roman, c'est comment on approche un personnage comme ça, jusque dans sa nudité, dans sa chair, et ça, le roman le permet, et qu'est-ce que c'est que cette peur qu'il organise, parce qu'au fond, c'est ce qu'il a organisé qui est presque pire que la destruction des hommes. C'est une construction d'une société où tout le monde a peur, et dans cette peur, tout le monde devient coupable, et les gens, et c'est ce que je cite parce que là c'est plus de la fiction, c'est des rapports, les gens viennent à s'entre-dévorer eux-mêmes dans certaines situations, et donc c'est comment cette chose terrible arrive avec quelqu'un qui est un humain. Voilà. Et ce qui donne le titre même du livre, Le divan de Staline, Staline a une obsession, une sorte d'admiration pour Freud, à tel point qu'il se fait confectionner un fauteuil comme celui de Freud pour mettre dans son bureau. Alors, il jouait à ça. Il se trouve que l'histoire, pour moi, cherchait comment l'ouvre-boîte pour écrire ce livre. Et il y a 13-14 ans, j'étais en Géorgie à la fin de la guerre civile. Et j'ai pu aller dans un palais où Staline a résidé plusieurs fois. Et on m'a ouvert un bureau. Et ma grande surprise, c'est quand j'étais dans ce petit bureau, qui n'était pas grand, qui était modèle, c'est qu'il y avait exactement la copie conforme du divan de Staline à Londres, tel qu'on l'a vu plein de fois sur les photos. Donc, voilà, à partir de ça. Et on sait que Staline a banni le freudisme, la psychanalyse, etc. Donc c'était très contradictoire et ça correspond bien à cette idée de personnage complètement... Quel type de rapport dans la postérité, justement, il avait comme cette jalousie pour ce que Lénine avait été, à tel point que son obsession, c'était d'être calife presque à la place du calife. C'est ce qu'il est devenu, mais il y a toujours eu un double langage, c'est-à-dire que Staline, en fait, on le montre dans les documents et dans les lettres, etc., éprouvait une espèce de haine, de rancœur envers le père, et il disait même qu'au fond, sa brutalité, sa cruauté, c'est parce que Lénine l'avait initié à la cruauté qu'il n'y avait pas d'autres moyens, etc. Et en même temps, il se déplaçait tout le temps, tous les jours, où qu'il aille, avec le masque mortuaire en bakélite de Lénine, et où qu'il aille, il accrochait sur un mur le masque de Lénine et il venait le caresser devant tout le monde dans la journée. Donc il était le dévot de Lénine, mais dans l'intimité,
il disait les choses les pires sur Lénine. Dans la littérature française, on a souvent dit que peut-être rendre un personnage qui a été parfois dur, le rendre un peu plus humain, serait peut-être en quelque sorte une façon de légitimer quelque chose. On a vu les Jonathan Little on fait parler des nazis. Et là, si on fait parler quand même quelqu'un qui a été dans une sorte de dictature, est-ce que ce n'est pas lui donner une sorte de feu vert ou de chèque en blanc vis-à-vis du présent pour ceux qui n'ont pas connu? Bonne question qui inquiétait beaucoup mon entourage quand j'écrivais. Non, pour moi, il ne s'agit surtout pas de légitimer. En tout cas, j'espère que ce n'est pas du tout ce que le livre fait, parce qu'en plus, là, j'apporte à la fin vraiment des témoignages qui sont absolument terribles sur ce qui a été fait. Mais par contre, je crois que c'est très important pour nous de comprendre, c'est trop facile d'imaginer que des personnages comme ça, des personnages on dirait de meurtre de masse aujourd'hui, sont simplement des monstres. C'est simplement, on va presque les reconnaître dans la rue tellement ils sont terribles et tout. Non, c'est la vraie question, et la question qui est importante aujourd'hui, c'est comment des hommes qui sont des humains d'une certaine manière, comme nous, avec des faiblesses comme nous, peuvent arriver à organiser des moments finalement de destruction de l'homme, de déshumanisation de l'homme. Et ça, les romans, ils sont là pour poser des questions, pour moi, pour poser des questions, mais pas pour les résoudre. Et ce que j'essaye de faire avec ça, c'est qu'on réfléchisse à ça. Comment l'humanité d'un homme arrive à déshumaniser les autres. Et le personnage de Danilov, qui lui-même aussi est un artiste, peintre, est-ce qu'il n'y avait pas quelque part du Jean-Daniel Balthasar lui-même qui se camouflait derrière? Il y a cette présence. Si, parce que tous mes livres, depuis pas mal d'années, moi je tourne autour d'une question, c'est le rapport de l'art et du pouvoir. Oui. Comment ça se négocie? Comment on se soumet? Comment on ne se soumet pas? Qu'est-ce que c'est la distance? Et c'est très difficile aujourd'hui. On n'est pas dans le stalinisme, mais on sait très bien qu'il y a une machinerie compliquée de commerce, de vente, etc. Et comment on se soumet ou on ne se soumet pas avec ça. Et dans le cas de Danilov, donc c'est vrai que moi je me sentais très concerné par ce personnage, mais le Danilov, il est aussi emblématique parce qu'a priori, ça pourrait être un personnage innocent. Et a priori, lui, il est plutôt victime de quelque chose. Et je montre comment, parce qu'il a été construit, c'est un personnage de fiction, alors qu'il y a la plupart des personnages sont réels, mais qui a été fait, moi je l'ai fabriqué avec beaucoup de personnages qui ont existé, mais je montre comment même lui, parce qu'au fond il ment, et il ment dans son art, comment même lui n'arrive plus à être innocent. Et c'est le propre de cette société à ce moment-là, c'est que plus personne n'était innocent, ce qui est terrifiant. Oui, parce que si j'ai posé cette question du miroir entre l'auteur et le personnage principal, c'est qu'on verra par exemple aussi plus tard dans le livre d'Isabelle Steve qu'elle parle de la comédie française, elle a travaillé dans la comédie française, donc il y a toujours cette sorte de proximité avec le personnage. Et une autre caractéristique de Staline, c'est qu'il était marqué par la paranoïa. Ça revient beaucoup dans le livre. C'était un personnage paranoïaque. Alors la fin, c'est quelque chose d'assez impressionnant et effectivement théâtral. Et tous les témoins l'ont raconté ça, c'est qu'il a tellement à la fois menti, il a tellement utilisé du mensonge pour détruire et la peur pour détruire, que tout d'un coup il en a fait la confidence à un jeune plutocrate russe. C'est que lui-même commençait à avoir peur de lui-même. Oui. Alors là, pour le coup, il y a une espèce de folie paranoïaque qui se met en route, c'est qu'il ne contrôle plus rien de la machine, et on est en 50, il va mourir dans 3 ans, et là, lui-même a peur du système dans lequel il s'est placé. Et le livre est très, très documenté, c'est pas pour autant que le lecteur le sent, mais on sent une précision dans les descriptions, dans les interventions vraiment du narrateur. Il y a une documentation. Comment on travaille un tel livre quand on sait qu'on va s'attaquer à un géant, et comment un écrivain gère une documentation pour créer cette force de réalité qui fait que dès qu'on lit, on a l'impression qu'on a Staline dans sa chambre, il est là à côté de nous.
Il y a deux choses. D'une part, il y avait une raison pour moi éthique, morale, c'est-à-dire que c'est très important, si on travaille ça, pour moi, de dire ce qu'on sait, ce que les historiens savent. C'est-à-dire ne pas faire de l'invention. Il y a suffisamment de choses importantes pour qu'on se serve des faits historiques tels qu'ils sont connus. L'autre chose, ça consiste... tout le matériel est assez facile. Aujourd'hui, en plus avec Internet, on peut rentrer dans toutes les bibliothèques du monde, etc. Donc le matériel est assez facile à obtenir. Après, on écrit énormément avant d'écrire le livre pour essayer d'avoir tout dans la tête. J'avais fait tout à l'heure... Merci beaucoup. Mais non, faut pas fuir, hein, c'est pas fini. Hein. Quand on écrit sur Staline, on fuit pas comme ça, on reste là. J'avais fait une transition tout à l'heure avec Isabelle Stib qui vient d'arriver. Vous savez que j'ai déjà lâché qu'elle a travaillé à la Comédie Française, qu'actuellement elle est secrétaire générale de l'Athénée Théâtre Louis Jouvet. Elle a publié donc ce très très beau livre qui s'appelle Bérénice 34-44 aux éditions Serge Safran. C'est un premier roman. Ce qui est fort ici aussi, c'est cette sorte de mélange du vrai et de la fiction, puisqu'on se retrouve dans les années 34. Le personnage d'Isabelle Stib s'appelle Bérénice, qui a 15 ans. Elle est reçue première quand même au concours d'entrée au conservatoire, plus tard à la Comédie Française. Elle va croiser donc les plus grands acteurs du moment, de son temps, dont un certain Louis Jouvet, dont vous faites des portraits très très bien restitués. Et cette ascension de Bérénice, qui est très très fulgurante, va petit à petit devenir peut-être très dure, puisque on va découvrir en quelque sorte ses origines juives. Il s'agit d'une délation. Et tout de suite, on se rend compte que c'est aussi un roman qui montre pour la première fois la capacité de la délation dans le monde de la culture pendant l'occupation. Est-ce que cette idée première vous avait guidé pour écrire ce roman ? Moi, c'est pas vraiment la délation qui m'a le plus intéressée, parce que finalement, la délation, c'est une situation assez courante quand on parle de cette période-là. Moi, vraiment, ce qui m'a intéressée, c'est qu'en septembre 1940, donc dès le début de l'occupation et avant même que les premières lois raciales aient été promulguées, la Comédie Française a exclu, sur ordre des nazis, les juifs de la troupe. Et c'est surtout ça, moi, qui m'a intéressée, cette injustice, le fait que personne n'ait réagi. Et que ce soit fait finalement de façon assez naturelle. Ce qui est grave aussi, c'est que c'est quand même l'administrateur de la Comédie Française qui a exécuté. Voilà, et à l'époque, l'administrateur de la Comédie Française était rien moins que Jacques Copeau, qui est un très grand homme de théâtre, qui est un mythe dans le milieu du théâtre, mais qui a laissé faire cette chose absolument abominable. Et vraiment, très tôt, en septembre 40, je crois qu'on pouvait difficilement faire plus tôt. Donc voilà, moi, c'est de révéler au grand jour cette histoire qui m'a intéressée, plus que la délation. Et c'est aussi montrer que à cette période, combien de vies ont été comme ça brisées alors qu'elles s'annonçaient extrêmement prometteuses. Moi, mon personnage de Bérénice, je me suis inspirée de quelqu'un comme Isabelle Adjani, qui a vécu après, mais quelqu'un de très très belle, de très talentueuse, de très douée. Isabelle Adjani est rentrée à la Comédie Française très tôt, elle devait avoir 16 ans, je crois. Qu'est-ce qui serait passé à une actrice de ce calibre-là si elle avait été juive et qu'elle s'était trouvée à la Comédie Française à un mauvais moment? Et quand on travaille, vous avez travaillé à la Comédie Française, quand on travaille soi-même à la Comédie Française et qu'on sort un livre comme ça qui est presque le procès, entre guillemets, de l'institution dans laquelle on travaille, comment cela est perçu par, je ne sais pas, les dirigeants, les autres qui sont là? Alors déjà, la première chose, c'est que j'ai découvert l'histoire des Juifs exclus de la troupe quand je travaillais à la Comédie Française. Je savais qu'il y avait des articles, une thèse écrite dessus, mais j'avais pas envie de creuser. Justement parce que j'étais tellement bien dans cette maison que je voulais pas fouiller regarder le linge sale. Et c'est seulement après, une fois que j'ai quitté la Comédie Française, que je suis retombée sur cette histoire et que je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut en faire quelque chose. Et c'est vrai que tout au long, j'étais quand même assez inquiète parce que je découvrais des choses vraiment pas jolies et souvent de la part des réactions auxquelles on s'attend pas de la part de grands noms du théâtre, donc Copeau, mais aussi des choses pas très
aimables qu'a pu dire Madeleine Renaud ou Jean-Louis Barrault. Donc c'est vrai que je sentais un potentiel polémique, je m'en inquiétais un petit peu. Et juste quand j'ai su que le livre allait être publié, je suis allée voir l'administratrice de la Comédie Française pour la prévenir, pour l'en informer, parce que je ne voulais pas qu'elle l'apprenne autrement que par moi. Ça va, elle a bien réagi, je suis toujours persona grata à la Comédie Française, mais je constate quand même un silence assez général. Les personnes qui réagissent, c'est plutôt les anciens. Il y a un ancien administrateur, un ancien secrétaire général, enfin des personnes qui ont quitté cette maison qui m'ont dit des très jolies choses sur le livre. Et il y a, je ne sais pas si vous avez vu ce film Inglourious Basterds avec Brad Pitt. Ouais. Il y avait cette atmosphère à l'intérieur aussi, du côté des cabarets, du côté de la musique. J'ai ressenti un peu ce que vous restituez. Même chose pour Jean-Daniel Balthasar avec la force de la documentation. Vous, comment vous l'avez travaillé? Est-ce que c'était dans la même patiemment chaque document? Alors moi, au début, je me suis dit non, mais tu vas pas te lancer dans cette histoire parce que je pressentais qu'un roman à contexte historique, ça pouvait être très casse-gueule parce qu'en fait, tout devient matière à caution. C'est-à-dire qu'à un moment, mon héroïne va dans un café, on est en 42, qu'est-ce qu'on pouvait consommer en 42 vraiment, on se pose des questions pour tout, ce qu'on ne fait pas pour un texte plus contemporain. Donc à chaque fois, c'était un petit peu compliqué de toujours bien réfléchir à ne pas faire d'anachronisme, tout simplement. Mais quand même, moi, c'est vrai que j'ai été biberonnée à Alexandre Dumas. Et qu'il y a notamment un passage dans 20 ans après qui m'a toujours fascinée, c'est la mort de Charles Ier. Charles Ier, le roi d'Angleterre, juste avant d'être décapité, a prononcé réellement ce mot « remember », souviens-toi ou souvenez-vous, on ne sait pas trop ce qu'il voulait dire, à qui c'était adressé. Et Alexandre Dumas, qu'est-ce qu'il va imaginer? Il va imaginer que Athos, qui a voulu sauver Charles Ier, est sous l'échafaud et que c'est lui qui recueille cette dernière parole de Charles Ier, qui en fait s'adresse à Athos et lui dit « Souviens-toi que j'ai caché 2 millions dans le château de Newcastle et si jamais mon fils en a besoin pour la restauration, tu sauras lui indiquer où c'est. » Et je trouve ça génial parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi Charles Ier a dit ça et le romancier se saisit de ce mystère pour donner sa propre interprétation qui, quand je la raconte comme ça, peut paraître complètement farfelue, mais qui, quand on lit le livre, est complètement crédible, à 200% crédible. Et peut-être dernière question, puisque Thomas Reverdy doit prendre son train. Toute la presse a célébré cette écriture belle. Il y a eu une maturité à tel point qu'on s'est dit ce n'est peut-être même pas un premier roman. Ah bon? Oui, parce que quand j'ai lu la presse, c'était quelle écriture, quelle maturité, quel ceci, quel cela. Non, mais peut-être vous savez vous n'avez bien, pas peur. Monsieur le Président, que souvent les premiers romans sont précédés d'autres textes qui n'ont pas été publiés, qui sont cachés dans les tiroirs. On a tout le secret. Alors, à côté de vous, Thomas Reverdy, qui a sorti un très bon livre aussi en cette rentrée littéraire, Les Évaporés aux éditions Flammarion. On sait que Thomas Reverdy a déjà publié plusieurs livres aux éditions du Seuil, La montée des eaux en 2003, Le ciel pour mémoire en 2005, Les derniers feux en 2008, qui avait d'ailleurs reçu le prix Valérie Larbaud à cette époque. Et puis Les Évaporés, qui est un roman, tout le monde en a parlé en cette rentrée. Vous avez séjourné à Kyoto, au Japon, en 2012, pour écrire d'ailleurs ce livre, à l'occasion d'une bourse également. Et ça s'est passé 1 an après la catastrophe de Fukushima. Donc c'est une fiction qui tourne autour de la disparition d'un personnage qui s'appelle Kaz. Et c'est un cadre japonais normal qui du jour au lendemain disparaît en laissant une lettre à sa femme, ne me cherchez pas, tout. La police au Japon, dès que vous faites ça, ils ne vous cherchent pas. Quand vous disparaissez dans ces conditions, on ne dit pas que vous avez disparu, que vous êtes un évaporé. Alors, d'où est partie l'idée de ce roman dont le sujet me semble très très original? L'idée était partie effectivement de cette notion d'évaporer, de ce phénomène des évaporés au Japon, qui sont donc des gens qui disparaissent, qui quittent leur vie, qui changent de région. Il faut savoir qu'il n'y a pas là-bas de fichier central des cartes d'identité. On peut très bien vivre avec sa carte de visite
pour montrer à ses voisins qui l'on est, etc. Et donc, il est très très facile de disparaître des écrans de l'administration pour un Japonais. Effectivement, la police ne lance pas de recherche. Quand on a des motifs de changer de vie, c'est bien souvent pour des raisons honteuses, donc la famille non plus ne cherche absolument pas le disparu. Et en plus, il y a une sorte de couverture culturelle, c'est-à-dire que tout ça vient de récits du 19e siècle, des contes, des pièces de théâtre, dans lesquelles on voit des brigands au grand cœur qui, pour fuir la police, vont dans des villes d'eau, qui sont des villes anonymes et remplies d'hôtels, dans lesquels ils disparaissent dans les bains de vapeur, d'où le nom de ces évaporés. Donc j'étais parti sur ce sujet-là. Et puis, entre le moment où j'avais commencé à faire ce projet et le moment où je suis arrivé au Japon, c'est un grand voyage qui se prépare pendant longtemps, et donc le tsunami était passé entre les deux. Le tsunami du 11 mars 2011, je suis arrivé moi en janvier 2012, donc un peu moins d'un an après, et évidemment ça a beaucoup bouleversé mon projet de départ, parce que mon évaporé tout seul, il devenait un petit peu anecdotique dans un pays où tout à coup 50 000 personnes avaient disparu, quoi, et d'une façon absolument tragique, catastrophique et très douloureuse pour le pays, ressentie comme ça par les Japonais. Et donc bon, il a fallu sur place chercher les moyens de raccrocher ce projet de roman à ce qui venait de se passer, à l'histoire du Japon. Et on a de très belles pages justement sur le Japon, sur cette catastrophe. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez aussi décentralisé le récit, puisque c'est vrai que M. Kaz a disparu. C'est vrai que la police ne va pas chercher parce que c'était un évaporé, mais il y a sa fille, Yukio, qui habite en Californie, qui ne l'entend pas de cette oreille, qui dit « je vais rechercher mon père » et elle va le rechercher à l'aide d'un détective qui lui-même a les traits d'un écrivain américain. Vous pouvez dire un mot? Oui, on peut en dire deux mots, bien sûr. Et en plus, c'est un grand écrivain, j'adore en parler un peu, parce que si on peut le remettre un peu au goût du jour, ce serait merveilleux. Il s'agit de Richard Brautigan. En fait, quand je suis parti là-bas, j'avais une sorte de projet secret, une roue de secours. Si jamais les choses tournaient mal et que j'arrivais pas à écrire ce roman, j'avais emporté les bouquins de Richard Brautigan en me disant, bon, ce poète américain, ce grand écrivain que j'admire, que je lis depuis une vingtaine d'années très très régulièrement, a un lien avec le Japon qui me fait penser que peut-être je pourrais ramener quelque chose qui serait une sorte d'essai sur Richard Brautigan et le Japon, quoi. Voilà. Et le fréquentant sur place, enfin fréquentant ses livres, en me retrouvant là-bas au Japon avec lui, avec son regard pour compagnon et pour guide en quelque sorte, je me suis rendu compte que je me mettais à observer le pays exactement comme lui observait la réalité en général, c'est-à-dire avec un décalage, un mélange d'amusement et de tendresse. Voilà, tout naturellement, il s'est glissé dans l'histoire. Il est devenu un des personnages. J'en ai fait donc une sorte de détective un peu farfelu, à moitié détective, à moitié poète, qui va partir à la recherche de cet homme, sans grande chance d'y parvenir, puisqu'il est américain, il ne comprend pas du tout ce que font les Japonais quand ils se disent bonjour, etc. Mais il y va, lui, dans l'espoir de reconquérir la fille de ce disparu dont il est éperdument amoureux. Voilà. Et à l'intérieur, il y a évidemment parfois des citations qui sont authentiques et qui appartiennent à cet écrivain américain, qui sont fondues dans la fiction et qui permettent de donner à ces récits vraiment un ensemble bien organisé. La dernière question que je voudrais vous poser, puisque vous avez un train qui part, après on pourra continuer avec nos deux historiens romanesques, et juste pour terminer, c'est qu'on a assisté à cette rentrée littéraire à beaucoup de récits qui se passent ailleurs, que ce soit vous du côté du Japon. Bon, Amélie Nothomb, c'est normal, le Japon, ça fait longtemps qu'elle en parle, mais les Karine Thuil du côté de New York, les Marie Dariussec, un peu Californie, Cameroun et beaucoup d'autres. Est-ce que vous ressentez peut-être que la littérature française est en train de voyager un peu et de quitter
les rives de la Seine du quartier Saint-Germain. Ah, ça c'est bien, ce serait heureux ça. Oui, ce serait bien. Je le souhaite à la littérature française, vraiment. Je relis ça, moi, plus qu'un désir simplement d'ailleurs, à une sorte de renouveau de souffle fictionnel, un désir de fiction. Un désir de fiction, et à mon avis, c'est très intéressant et c'est très important. C'est un désir de fiction qui prétend de nouveau affirmer très positivement et très joyeusement que la littérature a quelque chose à dire sur le monde. Voilà. Et alors ça, c'est une idée qui me tient à cœur. Je pense qu'on l'avait un petit peu laissé de côté au profit des sciences humaines pendant quelques décennies, et ce serait vraiment merveilleux si effectivement ça pouvait, si mon désir pouvait rencontrer une réalité dans le milieu de Saint-Germain-des-Prés. En tout cas, on peut applaudir Thomas Reverdy qui Merci infiniment. Qui va prendre son train. Et je vous conseille, même s'il court, lisez son livre Les Évaporés, publié chez Flammarion. Très bien, chapeau. Enfin, le même. Il n'y a pas de problème. Alors, puisque j'ai les deux écrivains qui nous ont plongés dans les faits aussi bien historiques que présents, je voudrais peut-être parler avec vous du rapport que l'écrivain a avec les éléments historiques. Quand pour Jean-Daniel Balthasar, vous avez écrit d'autres romans qui ne sont pas toujours forcément liés aussi avec l'histoire, mais quand on écrit un roman historique, est-ce que l'idée de l'écriture du roman précède, ou bien on cherche le sujet en se disant tiens, je vais écrire sur Staline, tiens, je vais écrire sur la Comédie Française? Jean-Daniel Balthasar. C'est un peu... je pense que de toute façon, on a tous des démarches qui sont complètement personnelles et différentes. Mais c'est vrai que dans le cas de Staline, moi, c'était une longue préoccupation. Simplement, c'était un peu, si j'ose dire, un gros morceau à avaler. Donc, je me sentais pas capable pendant longtemps. Il y avait... Voilà, j'ai pris du temps avant d'y arriver. Simplement... Autrement, moi, c'est plus des thèmes, des situations qui m'intéressent, et elles peuvent se trouver dans l'histoire ou dans le rapport entre l'histoire et le contemporain. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train, en plus de revenir d'actualité, il y a une préoccupation. En fait, on est des héritiers. Nous sommes tous des héritiers. On est tous en train d'hériter de ce qui s'est passé au XXe siècle, au XIXe, etc. On continue à vivre sur cet héritage et à se dépatouiller avec cet héritage, qui n'est pas tout le temps, et même avec le XXe siècle en particulier, un héritage absolument pas délicieux. On aimerait bien ne pas hériter de ça. Et les historiens aujourd'hui commencent, en particulier en France, il y a des historiens comme Patrick Boucheron, par exemple, des gens comme ça, qui prennent ça avec la matière de l'historien. Mais ce que disait Thomas tout à l'heure, pour moi, est tout à fait vrai et important. On commence à recomprendre que le roman peut nous apporter à une autre forme de connaissance, qui est une forme de connaissance à travers l'émotion, et pas simplement avec la structuration des faits. Le fait d'affronter des personnages quand on les lit nous met dans une situation où on comprend autant avec notre corps, avec notre sensibilité, avec une sorte de jouissance qui est différente. Et ça, moi, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Et peut-être pour terminer cette rencontre, la question sera frontale, la même. Est-ce que Isabelle Steve, si elle n'avait pas été à la Comédie, travaillé à la Comédie Française, si elle n'était pas dans un théâtre, se serait occupée d'une histoire qui met quand même en scène cette belle institution et puis cette traversée de la question des origines. Ouais. Voilà. Oui, je pense que si j'avais pas travaillé à la Comédie Française, d'abord j'aurais peut-être pas découvert cette histoire, donc sans doute je ne l'aurais pas écrite. En revanche, ce qui est fondamental, c'est, je pense que vraiment j'aurais traité de cette période, mais là c'est pour des raisons plus personnelles, c'est que mon père était enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a porté l'étoile jaune, que j'ai toujours vu cette étoile à la maison et que forcément ça laisse des traces. Et en ça, quand vous dites qu'on est des héritiers, bien sûr. Moi, je suis totalement l'enfant de cet enfant qui a porté l'étoile jaune. Voilà. Et donc, oui. Je voudrais dire aussi une chose qui est
c'est que pour Isabelle et pour Thomas, tout à l'heure Thomas dit, je crois qu'aujourd'hui il y a des choses qui changent, et moi, bon, malheureusement, je lis des livres en français depuis longtemps, et il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que dans leurs 2 livres, il y a d'abord l'écriture, oui. C'est-à-dire ce sont des romans, pas seulement parce qu'ils racontent des histoires, ils sont de la narration, mais parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'écriture. Voilà. Dans Thomas, il y a une poésie, il y a des pages absolument magnifiques autour d'un vieux personnage japonais, c'est absolument superbe. Et dans l'écriture d'Isabelle sur un sujet qui est quand même très compliqué, il y a une espèce de grâce et d'élégance, et c'est ça qui fait le roman, et c'est ça qui fait le renouveau du roman. Moi, je suis très sensible à ça. Et peut-être c'est ça aussi la force de vos romans, les 2, c'est de faire oublier même au lecteur le poids de la documentation, parce qu'un roman qui n'est pas réussi, on sent la documentation. Mais je crois que nous-mêmes, enfin je ne sais pas pour vous Jean-Daniel, mais nous-mêmes on a dû un petit peu faire le deuil de cette documentation à un moment. C'est-à-dire que moi au début j'ai passé peut-être une année à ne faire que lire, avant d'écrire, à ne faire que lire sur cette période, à engranger de la documentation, etc. Et puis quand je me suis mise à l'écriture, il y avait bien sûr des anecdotes que j'avais envie de replacer, certaines lettres que je voulais citer in extenso. Donc le premier jet, il y avait beaucoup plus de documentation qu'on sentait sans doute. Et c'est à la relecture où je me suis rendu compte que c'était trop et qu'il fallait couper parce que ça n'apportait absolument rien au récit. Mais toute cette phase en tout cas préparatoire de recherche, je pense qu'elle était nécessaire pour s'imprégner complètement de cette période et faire en sorte qu'elle paraisse complètement naturelle. En tout cas, moi j'ai été séduit à la lecture de vos 3 livres. Pour ceux qui viennent de rejoindre, ils disent 3 livres, il y a 2 personnes. Donc on dira que Thomas Reverdy, qui était là, a publié Les Évaporés aux éditions Flammarion. Le livre se trouve ici. Isabelle Stib a publié Bérénice 3444 aux éditions Serge Safran. Et Jean-Daniel Balthasar a publié Le Divan de Staline aux éditions du Seuil. C'est des livres à lire, ce sont mes coups de cœur. Je suis responsable. Si vous trouvez que c'est pas bon, je rembourse, mais je suis sûr de moi. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Et vous pouvez applaudir le président Alain Mabankou, le président de cette Foire du Livre, qui a donné de sa personne pour animer ce forum et qui nous l'a fait vraiment vivre. Et il vous a fait partager sa rentrée littéraire 2013. Merci Alain Mabankou. Merci beaucoup. Voilà. Merci.